Aujourd'hui, je vous présente le Leica 85 mm Sumarex 1.5. C'est un objectif pas si connu que ça, enfin quand même pas mal, mais qui présente une ouverture maximale de 1,5, qui est souvent considéré comme le parent du Sumilux. Et en fait, qui a été produit entre 1943 et en 1960 environ 4400 exemplaires, je crois, produits, donc assez rare, qui est une optique qui est normalement qui se visse. Enfin là, j'ai l'adaptateur pour mettre sur une opticam habituelle, qui a un élément qu'on peut visser aussi ici pour la fixation au pied, et qui est assez robuste de fabrication, qui était produit en même temps, en gros, que le Leica 3G, donc avant les M, et qui était censé être une des optiques, sinon l'optique la plus lumineuse en 85 mm. Donc des éléments optiques qui n'ont pas les mêmes revêtements que des éléments actuels. Donc je vais le tester un petit peu, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'optique a été adaptée sur un boîtier Leica SL2 de 47 mégapixels, qui a la particularité, si je ne m'abuse, d'avoir sur le capteur des microprismes qui permettrait à des optiques plus anciennes qui ont des rayons lumineux qui arrivent avec des angles assez particuliers pour des capteurs numériques, là où il n'y a pas le problème avec le film, d'avoir un rendu un peu plus naturel. Donc les deux premiers clichés, on voit directement que le piqué de cette optique sur l'image de gauche, la résolution, la définition est assez irréprochable. On devine tout de suite, par contre, comme on le voit un peu mieux sur les hauts contrastes sur l'image de droite, ce côté un peu diffusé des zones de contraste élevé avec de fortes luminosités derrière ou des forts contrastes. Alors évidemment, l'optique, là, j'utilise à ouverture pleine. C'est une optique qui a un diaphragme à 17 lames, donc qui garde sa forme quand on le ferme. Mais là, j'utilise principalement en pleine ouverture sur tous les clichés que je vais vous montrer. Et voilà, donc on voit cette précision sur ces deux images, c'est dans la baie de Reykjavik. On voit aussi un peu le rendu des couleurs, on commence à deviner tout ça. Alors c'est du numérique, alors les deux prochains clichés. Évidemment, il y a aussi la science de couleur du boîtier et du traitement numérique de l'image, mais ce sont vraiment des couleurs qui ressortent naturellement comme ça avec cette optique. Dans ces deux clichés, on voit aussi ce bokeh extrêmement doux et extrêmement crémeux, avec notamment les premiers plans dans l'image de gauche, dans un bus où on voit au loin le mont Essia dans la baie de Reykjavik, montagne qui culmine à 900 et quelques mètres. On voit vraiment la douceur de ce bokeh. On retrouve ça sur l'image de droite, avec la barrière et la bouée en premier plan. C'est une optique comme on le voit, qui fonctionne très bien. Sur les clichés d'avant, on voyait cet aspect un peu de diffusé, qui marche très bien avec les lumières indirectes et les lumières basses. Donc voilà, à nouveau sur cet exemple, là on se rend bien compte aussi de la géométrie qui est extrêmement respectée. Les lignes verticales, les horizontales, pas de réelle distorsion visible. C'est une ancienne optique, donc probablement qu'il y en a un peu, mais en tout cas un plaisir pour reproduire des compositions à figures géométriques. On voit aussi malgré tout sur l'image de gauche que les hauts contrastes, jusqu'à un certain point, sont relativement bien contenus. Et cet effet en fait de halo en fait du diffusé, bien qu'il existe sur l'image du bas, est relativement bien contrôlé et rajoute quelque chose. Donc dans l'utilisation, il faut vraiment s'habituer au haut contraste, à l'utilisation de la lentille avec des scènes de haut contraste. Mais on s'habitue. On le voit bien à droite, d'ailleurs, sur cette scène, à nouveau le mont Estia au fond. Là, on est depuis la marina de Reykjavik. Le lampadaire en bas à droite, on voit ce halo relativement marqué, mais pas si gênant que ça. C'est assez étonnant. Sur ces deux prochains clichés, à gauche, l'image de gauche, avec la voiture des forces de l'ordre, le halo est très important, mais la forme du halo est étonnamment pas très gênante. Elle respecte relativement bien la géométrie des sujets sous-jacents. Donc là, on voit sur ce crépuscule, en fait, cette image avec des lumières un peu crépusculaires, même en scène non de nuit, les halos amènent quelque chose à la scène.
Et à nouveau, ce bokeh extrêmement doux. L'image de droite, là, c'est de la lumière artificielle, effectivement, de nuit, un aquarium. On voit un petit halo autour du poisson, enfin des poissons, dans les zones de haut contraste. Un effet qu'on s'habitue tranquillement à utiliser quand on utilise cette lentille, et qui devient relativement naturel. Là, on le voit bien sur ces deux autres images, où là, on est volontairement sur des scènes, donc quasiment de nuit, avec des lampes, des bulbes lumineuses de couleur à gauche, et dans un bar à droite. À nouveau, ce halo en fait renforce l'ambiance de l'image, mais on préserve une définition en sous-jacent. En fait, c'est assez intéressant. Ça ressemble un peu à ce que ferait une lentille de type Leica Sumilux ou d'autres lentilles modernes de type artistique, entre guillemets. Ouais, c'est assez étonnant, c'est une découverte de cette lentille, de l'utilisation en vrai. Alors là, 2 clichés de nuit en situation, entre guillemets, de scène, de concert. C'était pas un concert, mais avec un haut contraste, lumière artificielle à gauche. Vraiment un très beau rendu dans les très basses lumières. Mais bon, alors des effets de flair, je sais pas comment on appelle ça en français, de flamboiement. À droite, là, cette lentille, alors, elle est super sensible à des lumières obliques ou des situations lumineuses assez particulières, comme on le voit sur l'image de droite. Donc à nouveau le rendu très doux de cette optique avec un bokeh incroyable, mais on voit un demi-arc de cercle qui superpose l'image. Alors ça peut être intéressant, c'est relativement étonnamment pas contrôlé, mais utilisable dans les clichés sortant de cette optique. Là, on a 2 clichés de nuit, aurore boréale, la chance d'être à Reykjavik pour le test de cette optique. Le halo sur les étoiles aussi, et à nouveau, ça renforce ce que je disais avant. Étonnant, on a un halo qui ajoute quelque chose à l'image sans effacer la définition et les objets qui sont sous-jacents. On le voit bien je pense que ça doit être la grande ours, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais sur l'image de droite en haut à gauche, je crois que cette casserole, là, c'est la grande ours, et on voit l'effet des étoiles. Par contre, à droite, on voit aussi ce que je disais, les images en fait, fantômes, ces effets liés à la construction optique. Alors, ils sont assez incontrôlables, mais utilisables. Étonnant. Alors, à nouveau, l'image de gauche, donc une aurore boréale avec de multiples couleurs, mais on voit quand même en surprojection, on a un halo lié à la lentille qui donne un effet de solaire comme ça. Alors ça, c'est la seule image qui se surprojette à l'image de l'aurore boréale. Donc c'est vraiment attention dans l'utilisation de cette lentille qui est extrêmement intéressante artistiquement, mais qui amène beaucoup de caractère à vos scènes. Et à droite, là, c'est une photo du volcan, le célèbre volcan Eyjafjallajökull qui avait bloqué tout l'espace aérien il y a quelques années au-dessus de la couche nuageuse par un tôt matin. À nouveau des scènes un peu de lumière du jour, donc pour donner un peu une idée aussi de cet aspect précis et doux à la fois de cette optique. Des petits détails là, par exemple, déjà l'arbre sur le fond clair, ça nous donne déjà une idée du rendu de cette lentille. Mais à droite aussi, si on regarde le détail dans la fenêtre, la 3e fenêtre à droite, on voit la chaise, on voit ce petit effet de halo à nouveau. Je vais vraiment me focaliser là-dessus. Cette optique est assez caractéristique par rapport à ça, qui renforce l'envie de focaliser son regard une fois qu'on l'a remarqué sur le détail de la chaise. Et encore 2 clichés. Alors là, si vous utilisez en post-traitement des outils pour diminuer le halo, alors là, c'est à travers d'un hublot d'avion. Voilà ce que ça donne. On garde certaines caractéristiques de colorimétrie. Il y a un peu de vignettage, évidemment, sur cette lentille qui est, rappelons-le, qui date de plus de 50 ans. Et ouais, on a un caractère très fort dans cette optique. Donc, si vous avez l'occasion d'en utiliser une, d'en trouver une, ouais, très, très, très surprenant. Je ne m'attendais pas vraiment à ces résultats. C'est un peu on peut envisager cette lentille effectivement comme un ancêtre du Sumilux ou des Noctilux chez Leica. Des lentilles vraiment très,
a une renommée très particulière pour la photo artistique, mais ouais, on a un petit peu de ça quand même. Et donc à droite, là, c'est l'île de Vestmannaeyjaber, je l'ai mal prononcé évidemment, au sud de l'Islande. Donc voilà, quelques exemples de cette optique. Tout ce qui est capuchon et pare-soleil, en fait, sont relativement... À l'époque, ils aimaient bien faire des kits qui fonctionnaient à part entière, indépendamment. Donc voilà, il y a un système de montage du pare-soleil qui sert aussi de capuchon. C'est-à-dire on le tourne et en fait il vous faudra un capuchon séparé si vous l'utilisez de façon moderne, comme je l'avais dans ma présentation au début. Donc voilà, on remet le capuchon dans l'autre sens et là tout d'un coup on a ce capuchon qui peut se mettre. Donc, et là c'est avec la fixation donc, pour le trépied qui est remise et effectivement le pas de vis LTM 39 mm d'origine.